Bienvenue à Safa, à l'ami Filali. Merci beaucoup, monsieur Rachid. Qui est à ma droite, merci à vous. Jeune ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Bienvenue également à Samia. Merci. Idrissi Salem, qui est, elle, est jeune ministre en charge de l'économie et des finances. Et bonjour à Najib Soumaï. Bonjour. Le seul garçon, le seul homme. Dans cette émission. Dans cette émission. C'est bien de préciser ça. Et en tout cas, parmi les invités. Parmi les invités. En tout cas, par rapport au tour de table, oui. Vous êtes, vous, jeune ministre des Affaires générales et de la gouvernance. Voilà. Avant de rentrer dans le dur, comme on dit dans le jargon, et dans le débat, je voulais simplement vous faire réagir sur un drame humain qui s'est produit hier soir à Rabat, où un homme non-voyant a perdu la vie. Il est tombé du toit du bâtiment du ministère de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement Social. Ça fallait à l'ami, voilà, là-dessus. Vous avez un commentaire? Oui, bien sûr, parce que c'est un être humain qui a perdu l'âme. Donc c'est un drame dont on ne souhaitons pas être passé prochainement. Parce qu'au Maroc, normalement, on doit miser sur le capital humain. Donc c'est un élément humain dont on a besoin pour faire la relance du pays. Donc c'est malheureux, c'est très désolant. Donc de finir comme ça, donc j'espère pas que... Donc prochainement, on aura donc ce genre de drame. Najib Soumaï, sur ce drame humain qui se produit hier soir vers 23h30 à Rabat. Oui. Moi, je trouve que c'est un autre indicateur qui s'ajoute aux indicateurs de la défaillance socio-économique que connaît notre pays. Il est temps de stopper ces indicateurs et en même temps, il est temps de se poser les bonnes questions pour qu'on puisse dépasser les difficultés parce que finalement, on est un pays qui a des capacités énormes. On a réalisé des réussites dans plusieurs chantiers. Il me semble que ce qui reste est possible pour modifier les difficultés et corriger les erreurs pour qu'on puisse tous vivre en communauté et en symbiose. Samia, vous, là-dessus, par rapport à ce drame humain qui s'est produit hier soir. Oui, je m'excuse pour la famille de l'homme qui a rendu l'âme et qui nous a quittés hier. Je crois que la raison principale derrière cet incident et bien d'autres, c'est l'absence du dialogue social. Ce qui m'étonne sincèrement, c'est que ces gens-là, ça fait 13 jours qu'ils sont sur le toit du bâtiment. Je me demande par rapport à la réaction du ministère, par rapport à la réaction des responsables, est-ce qu'ils n'ont pas pu régler les choses pendant 13 jours est-ce qu'ils n'ont pas pu entamer un dialogue social avec ces personnes-là? Donc c'est malheureux. J'espère qu'on va se rattraper par la suite et que Dieu ait son âme. Simplement pour dire, effectivement, on en profite aussi pour présenter nos condoléances à la famille. Et juste aussi de préciser qu'il y a un communiqué qui a été diffusé par la ministre Bassima Hakaoui, où il est précisé qu'en fait le décès de cette personne est intervenu a priori durant le transfert à l'hôpital et que de toute façon il y a une enquête qui a été diligentée pour déterminer les circonstances de ce drame humain. Voilà, donc maintenant on rentre dans le débat d'aujourd'hui. J'ai 3 ministres, jeunes, pas jeunes, mais en tout cas ils sont ministres, voilà, qui font partie de ce gouvernement des parallèles des jeunes sur cette rentrée, Safa. Cette rentrée, on dit que c'est la rentrée sous tension, difficile, compliquée, ouverture de la nouvelle législature à partir de vendredi. Votre perception, voilà, de cette rentrée politique, de cette rentrée parlementaire qui va démarrer vendredi? D'accord. Alors, je ne dirais pas le contraire. Donc, c'est absolument vrai. Depuis un moment, nous vivons donc une crise sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Personne n'est satisfait donc de son cadre de vie, je dirais bien, parce que d'ailleurs c'est la cause du drame d'hier. Aussi donc parce que je pense que comme je suis donc une jeune citoyenne, comme tous les Marocains, je ne suis pas aussi satisfaite donc de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas où nous allons, où va le pays.
parce que le pays déjà elle a passé par un carrefour très particulier, donc il a pu se sauver donc après 2011. Ça a abouti à une réforme de constitution. Personnellement, j'ai participé aux élections de 2011, donc j'avais quand même donc la profonde ambition. Vous étiez candidate? Oui, non, j'ai voté, voilà. Ah, voilà, donc j'ai voté, donc j'ai participé. Oui, bien sûr. Donc j'ai rempli mon droit, bien sûr. J'ai rempli mon droit parce que j'avais déjà donc l'espoir que les choses vont s'améliorer, qu'on va voir donc un pays développé parce qu'on a des richesses, donc il faut croire en ça. Mais après, donc, on a découvert que les choses vont du pire en pire. Mais je pense que donc. Mais pour ce gouvernement, est-ce que c'est plus compliqué avec ce gouvernement-là? Oui, bien sûr, c'est très compliqué. C'est plus compliqué parce que les choses, ils sont compliqués davantage parce que c'est les cumuls de ces dernières 5 années. Donc, le programme gouvernemental donc n'a pas été donc réalisé. On a un taux de mise en œuvre qui est très faible. Bien sûr, donc le poids ou bien la pression, elle est plus forte donc sur ce gouvernement. Najib Somaï, sur cette rentrée politique de ce gouvernement, et puis vous qui êtes en parallèle aussi, vous êtes sur le parallèle de ce gouvernement. Oui. Moi, je trouve que l'hétérogénéité de l'équipe gouvernementale actuelle, la non-clarté de la vision et l'inexistence d'une stratégie pragmatique et réaliste vont faire de cette rentrée une rentrée difficile à la fois pour le gouvernement et pour le peuple marocain. Il y a une nouveauté, c'est que nous allons voter une loi de finances sur 3 ans. Donc nous allons jouer sur le futur sur plus de 3 ans du futur Maroc. C'est-à-dire une loi de finances triennale de 2019 à 2022 pour la première fois. Pour la première fois. Donc moi je suis un peu pessimiste par rapport à cette année, par rapport aux 2 prochaines années, parce que s'il n'y a pas un changement réel et profond, nous allons juste assurer une continuité avec un taux de croissance qui ne génère ni emploi, ni finance pour la structure financière nationale. Est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème le problème est ailleurs? Parce qu'on nous dit des fois, il y a des critiques et des observateurs avertis qui disent voilà, c'est le chef de gouvernement qui n'a pas suffisamment de charisme, peut-être un manque, une insuffisance de compétences dans cet exécutif. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas? Vous qui êtes une fois de plus très en marge un petit peu, en tout cas en marge, mais très proche de ce gouvernement. Moi, je trouve que c'est une crise d'hétérogénéité. Idéologique Idéologique ou de compétences? Les deux. Parce que de toute façon, si on fait une petite analyse de l'équipe gouvernementale, ça montre qu'il y a un certain niveau d'incompétence. Il y a aussi un grand gap idéologique entre les membres de cette formation. Cela ne permet pas d'avoir la même longueur d'onde, ni la même vision, et bien entendu, ça risque de générer des facteurs de défaillance les choses une fois qu'il faut agir pour le gouvernement. Samia, votre sentiment, vous, par rapport à ça? Oui, personnellement, je crois que cette rentrée politique sera à la fois particulière et difficile pour les 2 parties, et pour le peuple et pour le gouvernement qui a devant lui plusieurs challenges à relever, qui a beaucoup de choses à prouver et beaucoup de stratégies et si j'ose dire, sur papier, à mettre en place, à concrétiser, et au peuple marocain qui depuis des années est là à attendre que il fait dans la résilience, mais oui, Samia, sur ce qu'a soulevé Najib en disant voilà, il y a le problème peut-être numéro 1, ou en tout cas un des principaux problèmes, c'est la dimension hétérogène de ce gouvernement, de cet exécutif, peut-être en matière d'idéologie. Oui. Voilà. Est-ce que c'est un sentiment aussi que vous partagez? Parce que c'est quelque chose qui ressort souvent aussi dans les analyses et de la part des analystes politiques. Écoutez, sincèrement, pour moi, pour sortir de cette crise à la fois sociale, et en premier lieu économique, je crois qu'il faut se débarrasser de la casquette politique, si j'ose dire. Donc il faut arrêter de prioriser les conflits politiques entre les partis politiques et les responsables, enfin entre autres politiciens. Il faut arrêter ce conflit qui influence négativement le rendement du gouvernement, l'efficience des stratégies et des politiques envisagées. Donc il faut arrêter en urgence parce qu'on n'a plus le temps ni le droit à l'erreur.
Donc je crois qu'il faut passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la politique politicienne, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, pas la politique, mais les conflits politiques. La politique politicienne, en oui, fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. ça fait par rapport à ça. Personnellement, je ne partage pas le même avis, donc je ne pense pas que le problème est d'origine hétérogénéité ou bien d'idéologie, mais c'est surtout pour moi, c'est l'absence d'une vision globale, intégrée. C'est l'absence aussi des mécanismes de mise en œuvre, parce que les politiques qui sont là, je pense que, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur les plans d'action des ministères, on ne manque pas de politique, on ne manque pas d'un programme d'action qui est ambitieux. Les programmes, ils sont ambitieux, mais je pense qu'il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre et d'évaluation périodique et aussi des politiques intersectorielles entre les ministères, c'est-à-dire que chaque ministère, chaque secteur, il travaille indépendamment de l'autre. Or, les politiques, ils doivent être menés donc, conjointement. Donc il faut qu'il y ait plus de convergence dans la conduite des politiques publiques. Bien sûr. Aussi, vraiment, je recommande donc une réforme structurelle à l'intérieur des partis politiques. Il faut avoir la volonté, parce que c'est une question de volonté, parce que tout est là. On a la richesse, on a les capacités possibles. Et il faut adhérer à la société civile, bien sûr. Bon, ou en tout cas, il n'y a pas de tension et de conflit dû à l'idéologie de chaque parti qui ne serait pas forcément compatible. On dit qu'il y a compatibilité, incompatibilité. entre par exemple le PJD et le RNI. On a vu que encore dernièrement. Absolument. Je ne peux pas nier ça. Oui, absolument. Il y a deux priorités différentes. Il y a quelqu'un qui a des priorités peut-être personnelles. Il y a des gens qui ont des priorités peut-être personnelles. Des gens qui veulent se marier, des gens qui ont d'autres priorités que le service de Najib Somaï. Je suis obligé de l'arrêter, Najib Somaï. Quand vous dites ça, vous êtes en train de vouloir dire, parce qu'en fait, il a adopté le vrai discours du politique aguerri. Hein. Donc en fait, vous êtes en train de faire une espèce de sous-entendu. Non. Quand vous dites ça, est-ce que je dois Non, c'est le langage du peuple marocain. Oui. Moi, vous ne voulez pas parler indirectement de Mohamed Yati, mais de tout ce qu'il fait, de tout ce qui est dit sur la toile. Là, voilà. Comme je dis, il y en a qui veulent se marier ou qui voudraient refaire leur vie, c'est pas ça. Voilà, non, je sais pas. Non, mais il y a beaucoup il y a énormément d'exemples. Oui. Si on a une autre occasion, on peut en parler. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une crise de priorité aussi. On ne sait pas si le plus important pour le pays maintenant c'est l'agriculture ou l'industrie ou autre chose, c'est pas clair. Il faut redéfinir l'ordre des priorités, vous voulez dire? Exactement, l'idée c'est que notre modèle n'est pas bien précis, dans la mesure où si je demande par exemple à mes collègues de nous décrire le modèle marocain, on peut dire beaucoup de choses mais sans rien dire. Ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas de modèle économique maintenant. On a des expériences, oui, mais les expériences et les modèles, c'est deux choses différentes. C'est pour ça d'ailleurs que le chef de l'État a appelé à la refonte d'un modèle de développement, y compris économique. Juste parce que ça fait sourire tout à l'heure, Samia, juste sur le bras de fer qu'il y a eu la semaine dernière, on l'a vu, entre PJD, RNI, PJD. Pour vous, c'est quoi? Vous dites, ça, c'est pas ça la politique? C'est pas de ça, ou ceux qui ont des visions, comme disait Najib Somaï, plus ou moins, il y en a qui peut-être qui font parler beaucoup plus d'eux sur des affaires dites privées, même si ce sont des responsables publics aussi, et que voilà, et qu'on assiste beaucoup plus à ça. Et c'est ça qui est commenté sur les réseaux sociaux plutôt que de l'action réelle politique. Écoutez, sincèrement, je crois que la priorité maintenant, notre priorité est celle du gouvernement élu, c'est d'établir, de mettre en place un modèle de développement économique et social pertinent. Donc, peut-être c'est la politique, en fin de compte, il y aura toujours des conflits d'intérêts, il y aura toujours des bras de fer. Tout à fait. Ça fait partie de la politique et du jeu politique. Mais il ne faut pas quand même oublier pourquoi on est là. Pourquoi on nous a élus, pourquoi on occupe ces postes. C'est pour rendre service au peuple marocain, c'est pour servir le peuple marocain, c'est pour contribuer au changement et l'évolution du Maroc. Donc je crois que on aura toujours ces conflits politiques et ces conflits d'intérêts, mais il faut les mettre de côté, ne serait-ce que pour cette période qui est très, très, très critique. Certes, ça fait des années qu'on vit dans une crise économique et sociale, mais maintenant, il y a toute la société marocaine, tout le peuple marocain qui en est conscient. On a pris conscience de cette crise. Les gens sont de plus en plus avertis, ils sont de plus en plus informés. Et donc, je peux citer des exemples. On a eu Hirak el-Rif, on a assisté à l'immigration clandestine à la hâte. Oui. Donc, il y avait plusieurs indicateurs qui ont prouvé qu'il faut s'arrêter.
il faut se mettre au travail. Il faut laisser tout le, je m'excuse pour le terme, mais tout le blabla politique de côté et il faut passer au travail. Il faut penser à un modèle de développement concret. Il faut établir un modèle économique, si j'ose dire, réaliste et smart, surtout smart. Opérationnel tout de suite, voilà, il faut quelque chose d'effectif. Quoi. Oui. Justement, on va rester là-dessus. Peut-être avec vous, Safa, par rapport à ce qu'a soulevé Najib, il faut redéfinir les priorités. Et voilà, aujourd'hui, il y a des adeptes, des adeptes qui disent, voilà, il faut arrêter de se focaliser sur le plan émergence, toutes les stratégies sectorielles, il faut mettre ça de côté pour redéfinir autre chose et redéfinir un modèle, sachant que le chef de l'État a mis l'accent sur la priorité qui doit être donnée au social. Et dans le social, il y a bien sûr l'éducation, il y a bien sûr la formation professionnelle, il y a bien sûr le logement, il y a bien sûr la santé, il y a bien sûr la lutte acharnée contre le chômage, y compris le chômage des jeunes, comme vous d'ailleurs, parce que c'est la population la plus touchée. Donc voilà, c'est votre sentiment là-dessus, Safa. Je rejoins l'avis de mes collègues. Il faut redéfinir les priorités parce qu'il y a plusieurs stratégies, plusieurs politiques qui ont été mises en œuvre, mais qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire, il faut des mécanismes d'évaluation, il faut rompre avec les pratiques anciennes, c'est-à-dire ce qui n'a pas abouti, il faut vraiment penser à des alternatives. Il y a par exemple donc, le plan Maroc Vert. Oui, le plan Maroc Vert, c'est une initiative qui est assez promoteuse pour l'agriculture, mais pour le Maroc maintenant, je donne juste un exemple, ça épuise la nappe phréatique. Ce n'est pas un modèle qui est adapté à notre terrain ou bien à notre climat aujourd'hui. Donc, du coup, l'alternative, c'est quoi? C'est de mettre l'accent sur le dessalement d'eau de bien mer. sûr. Ce qui est prévu, c'est coûteux. Bien sûr, mais c'est coûteux, mais vraiment, il y a vraiment des alternatives qui sont scientifiques, qui sont prouvées ailleurs. Donc, il faut tester. Il ne faut pas juste... on va démarrer donc un programme, il y a donc une durée de vie de 10 ans, et va attendre les 10 ans, et après, on va dire que ça n'a pas marché, on va penser à autre chose. Mais c'est au fur et à mesure qu'il faut penser aux alternatives, qu'il faut évaluer. Donc, je pense que c'est ça la solution, parce que les priorités, si nous sommes pas définies, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas défini. Est-ce que ça n'a pas été redéfini? Est-ce que les priorités, selon vous, n'ont pas été définies? Safa et ensuite Najib là-dessus, et bien sûr Samia sur le fait que par le discours du chef de l'État, en disant que l'urgence, la priorité des priorités, c'est l'école, c'est la réforme du système éducatif, c'est la formation professionnelle. Même si le plan Maroc Vert ou le plan Azur et autres sont importants, mais bon, d'abord le capital humain, d'ailleurs le patrimoine immatériel, et ensuite on verra le reste. Oui, bien sûr, on est très conscient depuis des décennies que la priorité, c'est il faut se focaliser sur les systèmes d'enseignement, sur les systèmes de santé, sur la promotion, sur l'attraction de l'investissement pour créer donc des emplois. On est tous conscients, mais il faut passer des promesses aux actes. Parce qu'on est tous conscients que vraiment la priorité, c'est la formation professionnelle. Il faut miser sur le capital humain, mais on n'a pas vu donc, des démarches sur terrain. Donc ça n'a pas été concrétisé. Donc, il y a une échéance qui a été donnée, il y en a qui ont la pression, il y en a qui ont 3 semaines pour prendre un plan de formation professionnelle. Ils ont déjà écoulé qu'une semaine d'ailleurs. Il ne reste plus qu'15 jours. Moi, je trouve que dans notre pays, on avance à 2 rythmes. Il y a un rythme de l'institution royale et si on fait une petite analyse des discours de Sa Majesté, on voit qu'il y a une véritable volonté pour qu'on assure une mutation de notre économie. Je vais juste citer 3 exemples. Il y a le modèle économique qui me semble l'élément clé de cette mutation. Pour vous, pourquoi c'est l'élément clé, le modèle économique? Parce que... je vous dirai pourquoi je vous pose cette question. Oui. Le plus important, c'est l'économique. Oui, par l'économique, parce que la structure économique actuelle du Maroc n'a pas est arrivée à une situation de saturation stratégique dans la mesure où l'ensemble des politiques actuelles ne donnent plus les résultats qu'on escompte. Ça, par rapport à des indicateurs. La preuve, c'est que il y a 6 ans, 1% du taux de croissance, 1% du PIB, permettait d'assurer entre 30 et 35 000 postes créés. Ouais. Maintenant, c'est 10 000. Oui. Donc il y a une détérioration du modèle, du modèle de croissance économique. Oui. En 2020, ça va être entre 4 000 et 5 000. Donc il y a une fragilité en termes de production, de la production sociale. Et ceci dit que nous sommes dans une situation de saturation stratégique. Tout ce qu'on peut faire dans le modèle actuel ne va pas nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on escompte. Comme j'ai dit, je donnais 3 exemples. Il y a le modèle économique, il y a le changement des paramètres socio-démographiques du Maroc, dans la mesure où Sa Majesté a demandé le gouvernement de travailler sur quelque chose qui s'appelle le registre social. Oui. Cela
représente pour moi un élément clé pour le changement des politiques, à la fois de subvention, mais aussi la compréhension approfondie de la situation réelle du citoyen marocain. Parce que jusqu'à maintenant, on ne connaît pas assez les Marocains, et la preuve, c'est que 2,5 millions de jeunes âgés entre 16 et 25 ans, ils ne sont ni à l'école, ni à l'université, ni à l'emploi, et cela est extrêmement alarmant pour les prochaines années. Et à la charge de la société, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est à la charge de la société. Oui. Samia, juste sur école formation, c'est la priorité. Oui, bien sûr. Vous êtes un pur produit de l'école publique. Pur produit. Oui. Chacun, je demanderai à chacun d'entre vous. Oui. J'ai obtenu mon brevet d'un collège public, mon baccalauréat aussi, et je suis lauréate de l'ENCG d'El Jadida. Donc vous êtes 100% public. Oui. Et par rapport à tout le défi, la réforme de l'enseignement, la réforme de la formation professionnelle, vous qui êtes jeune ministre en charge de l'économie et des finances, quel regard vous portez là-dessus? Sur ces chantiers ouverts, parce que les chantiers sont ouverts. Donc, comme l'avait déjà souligné l'OCDE, on a un problème d'insuffisance de la qualité de la formation et des compétences. On a une école qui forme, une école qui forme et un marché d'emploi qui demande des compétences. Donc, comme on l'a toujours souligné, il y a une incompatibilité entre les formations et la demande du marché de l'emploi. L'offre et la demande. Est-ce que, oui, la fameuse inadéquation, mais est-ce que ça a été votre cas, vous, Samia? Est-ce que vous, de par votre scolarité, vous avez fait toute votre scolarité dans le public, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, lauréate de l'ENCG de Stat, non, de Jadida, oui, pardon, excusez-moi, parce que j'avais reçu une jeune collègue à vous, plus jeune, voilà, qui était de Stat, mais vous, est-ce que vous avez un souci lorsque vous avez fini votre scolarité pour trouver un emploi? Ou alors ça a été assez facile parce que vous avez été bien formé pour? Oui, certes, on a été bien formés, mais c'était dans le plan théorique, si j'ose dire. Donc, après que j'ai eu mon diplôme de l'ENCG en gestion financière et comptable, j'ai dû d'abord passer par une formation de coaching professionnel pour découvrir un petit peu à quoi ressemble ce monde professionnel, quoique j'ai effectué plusieurs stages durant mon cursus. Mais bien sûr, ça ne ressemble presque en rien au monde professionnel dur et pur. Donc, j'ai dû passer par ce coaching professionnel et d'ailleurs, c'est pas à titre de publicité que je vais le dire. Il y a une organisation appelée Education for Employment, EFE, donc c'est pas de la pub puisqu'ils offrent des programmes et des formations qui facilitent l'insertion professionnelle pour les jeunes. Oui, c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Allez, si c'est gratuit, allez-y. Oui, c'est gratuit. En plus c'est performant, il faut le dire. C'est pour cela que j'ai dit que c'est pas de la juste publicité. Avant de faire réagir à Safa, juste vous, Samia, est-ce que par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, on nous dit voilà, il y a inadéquation entre formation, éducation, formation, emploi. Oui. Donc, par rapport à la formation professionnelle, il y en a qui sont en train de se gratter la tête parce qu'ils doivent pondre un projet clé en main dans 15 jours. Qu'est-ce que vous considérez qui serait important qui figure dans ce plan pour qu'il n'y ait plus cette inadéquation? Vous, il n'y a pas eu forcément, il y a eu un petit peu de décalage, vous avez fait appel à une organisation pour vous faire coacher, c'est bien ça? Oui, je rappelle aussi que vous travaillez à la Trésorerie Générale du Royaume, ça aussi, sans vouloir faire de pub. Mais voilà, par rapport à ces jeunes aujourd'hui qui vous écoutent, où on leur dit et puis par rapport au discours ambiant politique, ils disent il faut absolument trouver des solutions pour réduire le gap. Qu'est-ce que vous dites? Quel type de solution selon vous? Je crois qu'il faut être à l'écoute active du marché de l'emploi. Il faut coordonner avec les entreprises, surtout avec les PME. Qu'est-ce qu'elles demandent? Quels sont ses besoins en termes d'emploi? Parce que personnellement, je connais des entrepreneurs et je connais des entreprises qui peinent pour trouver ils veulent recruter, mais ils peinent pour trouver les profils adéquats. Et en parallèle, on a des jeunes diplômés qui ont des bac plus 3, bac plus 5 et aussi qui galèrent pour trouver un emploi. Donc, pourquoi ce dilemme? Mettre en connexion, bien sûr, il faut mettre une connexion entre le marché d'emploi et ça fait la Mifila, toujours la même question. Formation. Voilà, je ne vais pas me fouler, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Samia. Est-ce que tout votre parcours dans le public? Non, donc, donc primaire, collège, lycée, public.
Et après, classe préparatoire privée. Et après, public, l'Institut agronomique et vétérinaire. Donc vous avez fait les allers-retours entre le public et le privé, c'est ça? Oui, mais la plus grande partie, c'est en public, bien sûr. Donc ma plus grande formation, donc, elle est structurée sur public. Donc par rapport à la réforme de l'enseignement, réforme de l'école et réforme du système de formation professionnelle. Je reviens juste sur la Constitution. Alors, la Constitution, un article dans la Constitution, il stipule que chaque citoyen, il a droit d'accès aux équipements publics, c'est-à-dire les équipements d'enseignement, les équipements de santé. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'accès, mais la qualité aussi. Donc, il faut garantir la qualité. Comme a dit donc, ma collègue Samia, il y a une non-adaptation donc, entre le système de formation professionnelle et les entreprises qui demandent de l'emploi. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous, Safa, à la fin de votre cursus, je rappelle que vous êtes ingénieur topographe, oui. D'accord, vous avez eu des difficultés à trouver un emploi? Parce qu'il y a eu de l'adéquation entre l'éducation, la formation et l'emploi. Oui. Oui, vous avez, comme a dit Sabet, alors vous avez galéré pour trouver un emploi? Bon, j'ai galéré 3 mois, oui. 3 mois pour moi, c'est l'été, avoir... c'était l'été, donc mon diplôme en juin, juillet, août, septembre, donc voilà, mais ce que je reproche donc à l'emploi, donc je suis employée, je travaille à la fonction publique, mais je pense que tous les ingénieurs ou bien les profils qui sont formés, je pense que les entreprises ou bien les administrations ou bien les établissements publics n'exploitent que 1% de la formation professionnelle que l'ingénieur a eue. Par exemple, moi, je n'exploite pas ma formation à 100%, donc je pense que je peux faire mieux et que les administrations, ils peuvent investir beaucoup plus sur les ingénieurs qu'ils recrutent, parce qu'on a eu donc, une formation qui est très riche, donc très poussée, en fait. Voilà, très poussée, donc il faut l'exploiter. En l'occurrence, là où vous travaillez où dans une agence urbaine, c'est ça? Oui. Ils n'exploitent pas, selon vous, tout votre potentiel et tout votre acquis et expertise surtout? Oui, bien sûr, il y a juste 1% ou 2%. D'accord, avant de donner la parole à Najib, je sais qu'il a plein de choses à dire. Vous, ça fait juste une question. Pourquoi vous avez rejoint la fonction publique? Vous êtes jeune, vous venez de fêter vos 27 ans, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a 3 jours, donc bon anniversaire aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci avec grandement. plaisir. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre la fonction publique et vous n'êtes pas allé dans le secteur privé? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bon, il y avait donc une raison, c'est que j'ai donc une formation en topographie, comme vous le savez. J'ai acquis donc donc on a travaillé sur des technologies spatiales, les SIG, les télédétections. J'avais donc une passion particulière dans ma formation envers l'urbanisme. Donc j'avais une passion envers la fabrication des villes. Donc je voulais vivement donc intégrer le processus de planification des villes. Et c'est pourquoi et vraiment mon projet de fin d'études il a été aussi donc axé sur cette thématique. Et puis, donc, il y avait donc, l'agence urbaine comme étant donc, l'établissement public, le seul qui intervient dans la planification urbaine. Donc, peut-être aussi, donc, j'ai eu l'occasion peut-être pour l'intégrer. C'est pas par sécurité de l'emploi, vous dites je vais travailler là, je vais rentrer dans un établissement étatique, donc je vais devenir fonctionnaire et j'aurai un emploi à vie, c'est ça? C'était pas votre motivation? C'était pas la motivation, c'était pas la seule, mais peut-être il a contribué plus ou moins donc à... Ça a joué en tout cas. Oui, ça bien joué sûr, dans le ça choix. A joué, je peux pas nier ça. Vous, Najib Somaï, sur par rapport à éducation, formation professionnelle, là c'est l'actualité. Est-ce que vous, même question, vous avez fait toute votre scolarité dans le public? Oui. Tout 100%. Comme ça vient. 100%, oui. Le primaire, c'était dans une école extraordinaire. C'était une petite école. Mais c'était le nom, c'était les textiles, elle était extraordinaire. Kassimia. Oui, c'est à Beni Mellel, et par la suite, c'est un collège aussi. Extraordinaire. Qui était loin. Oui, extraordinaire. Pourquoi vous dites extraordinaire que les... Non, parce qu'il y avait une classe pour les garçons et une classe pour les filles. Ah, c'est pour ça que c'est extraordinaire? Non, à l'époque. Ah, bon, non, oui. Pour moi, je suis contre l'idée, bien sûr. Mais après, le lycée, c'était... Vous avez 29 ans, vous? Oui, 29 ans. Le lycée, c'était... Donc c'était il y a 20 ans? Oui, il y a... En étant fin des années 90. Fin des années 90, oui. Donc il y avait des classes pour les garçons et pour les filles. Oui. Donc, je pense que c'est toujours le cas. Moi, je suis contre cela, mais de toute façon, moi, c'est ce que j'ai gardé. Bien sûr, j'ai gardé de très bons souvenirs des professeurs. Et par la suite, le lycée, c'était loin 10 km. De chez vous? De chez moi, oui. Ouais. Donc je faisais ça à pied. Tous les jours? Tous les jours. Matin, midi et soir, ou le matin, vous déjeuniez sur place et vous... Non, le matin, oui. Un aller-retour. Vous mettiez combien de temps pour aller à l'école? 1h30. Kilomètres, 1h30, oui. Tous les jours? Tous les jours. Ah, bon, c'est... Tout ça pour dire quoi? Pour dire que... Non, tout ça pour dire que ce qui manque au Maroc, non, mais tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que vous étiez, vous,
convaincu déjà à cette époque-là, et peut-être votre environnement familial et les parents, que l'école était nécessaire et que vous étiez prêt à fournir tous les efforts. Parce que je veux dire, moi je fais partie de ceux qui n'ont jamais marché 10 km pour aller à l'école. Il y en a peut-être aussi autour de nous, et peut-être de ceux qui nous écoutent. Donc ça veut dire que faire 10 km à pied tous les jours pour aller à l'école, au lycée, chapeau. Voilà, la motivation, elle est là, quoi, la double motivation. Non, il y avait un lycée à côté de chez moi. Oui. Mais les sciences économiques étaient seulement dans la région de Bni Mellal, c'était de l'Azil à l'époque, était dans le lycée. C'était le lycée Hassan II. Donc, moi, j'ai fait un choix, parce que c'était un choix que je ne regrette pas, parce que par la suite, j'ai fait aussi l'ENCG Stat. Et après l'ENCG Stat, j'ai fait l'ESC Bordeaux, l'École supérieure de commerce. Et après, une thèse à l'université Hassan Ier, spécialité évaluation et notation financière des entreprises. Et donc, quand on entend aujourd'hui que l'école, il faut rénover l'école publique, elle ne fonctionne pas, que c'est une usine à chômeurs, vous en pensez quoi? Vous qui avez fait, pendant des années, vous avez fait des 10 km à pied pour aller à l'école. Pendant 3 ans. Et vous avez trouvé un job et vous avez trouvé une activité professionnelle et ça ne vous a pas empêché de... Oui, bien sûr. Même j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup de livres, beaucoup d'articles scientifiques très bien indexés, que ce soit sur Scopus. J'ai même reçu en 2015 le titre du meilleur jeune chercheur dans le monde arabe en économie et en finance de la part de la Ligue arabe. Et, donc ça va être le coup de marcher 10 km par jour. Oui, c'est une volonté, mais moi ce que je pense, c'est qu'il y a une crise d'équité dans le système scolaire marocain. C'est-à-dire une crise d'équité. Il n'y a pas une vraie équité dans l'accès au savoir, dans la mesure où des fois ce qu'on apprend à Rabat ou à Casa n'est pas le même de ce qu'on apprend à Zagoura ou à Ouarzazate. Je trouve que c'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes manuels scolaires, c'est pas la même qualité d'éducation. C'est-à-dire que là vous mettez à l'index le corps enseignant, c'est ça? Le corps enseignant, la situation socio-économique, la situation, il y a plusieurs éléments. Mais le plus important, moi, d'après ma modeste expérience, ce qu'il faut, c'est que il faut toujours développer la qualité, mais la qualité pour tous. Maintenant, certes que le droit d'accès au savoir est un droit constitutionnel, mais je crois que d'ici 2 ans, 3 ans, nous devons muter vers une qualité, le droit à un accès au savoir de qualité. Cela représente pour moi l'élément fondamental de la réussite de notre modèle de développement, l'école. L'école pour tous? L'école pour tous. L'école de qualité. Et l'école de qualité pour tous. Et la formation professionnelle. Et il faut qu'on enlève l'idée que le baccalauréat est la clé du futur. Ce n'est pas vrai. Le baccalauréat est le diplôme dans son ensemble ou que le baccalauréat? Le diplôme du baccalauréat. Parce que je connais plein d'amis, je vais pas nommer, mais je vais donner un exemple. Oui. Quelqu'un que je connaissais qui n'a pas eu son bac, il est parti aux États-Unis. Maintenant, c'est le responsable technique de l'agence américaine du nucléaire. C'est un ami qui était avec moi au même lycée. Et qui est marocain. Et qui est marocain. Et qui n'a pas eu je l'ai rencontré par hasard au Times Square. Et c'est quelqu'un qui fait un excellent travail. C'est un grand chercheur. Même s'il n'a pas eu son baccalauréat. Même s'il n'a pas eu son baccalauréat, il est parti aux États-Unis. Il a fait une formation. Par la suite, vous connaissez le système des universités américaines. Ils reconnaissent la compétence. Oui. Nous, au Maroc, nous devons miser sur la compétence. Et arrêter de mettre en priorité le diplôme. Dans ce même sens, j'évoquerai les inégalités, si j'ose dire, régionales et territoriales, les inégalités économico-sociales et de genre aussi. Donc, toutes ces inégalités empêchent l'accès, la généralisation, je m'excuse, de l'enseignement et handicapent l'accès à la formation ou à l'enseignement. Il faut penser à ces inégalités territoriales et régionales. Justement, Safa, parce qu'il y a le processus de régionalisation aussi, de recomposition territoriale. Donc, c'est votre cheval de bataille, c'est votre champ d'expertise. Bien sûr. Donc, justement, pour concrétiser tout ça, pour réduire les disparités sociales, spatiales aussi, pour une meilleure répartition des richesses entre les différentes régions. Donc il faut passer directement à concrétiser le programme de
de la régionalisation avancée. Donc, elle est apparue en 2015, mais jusqu'à maintenant, donc, il n'y a pas des ateliers qui sont mis en œuvre, mais il y a toujours donc, des plans d'action, mais pas des plans sur terrain. Donc, je pense que c'est l'essai pour concrétiser donc, l'équité sociale dans les différentes régions. Et favoriser aussi l'investissement, parce que le but Bien aussi, sûr. c'est avant de distribuer la richesse, c'est de la créer. De la créer, Oui, bien bien sûr. sûr. Créer donc la richesse, c'est créer l'emploi, c'est contribuer au PIB donc, national. Donc c'est tout ça, donc c'est lié. Il nous reste encore juste quelques minutes, ça passe vite. Hein. Ah oui. Ça passe vite, ça veut dire que c'est intéressant. Juste, Najib, sur vous êtes jeune, 29 ans, 27 ans, hein, voilà. Donc, sur le regard porté un petit peu sur la jeunesse, ça fait l'objet d'un discours royal au mois d'août dernier. Vous qui avez 29 ans, par rapport à des frères ou peut-être des amis plus âgés, voire plus jeunes, comment vous arrivez à vous situer? Est-ce que vous êtes une génération, vous, qui vit plus de difficultés que la précédente, que celle qui... Voilà. Un petit peu comment vous voyez un petit peu toutes ces choses-là dans un Maroc, quoi qu'il en soit, parce qu'on l'oublie des fois, comme tous les pays du monde, qui bouge et qui est dynamique. Oui. Vous avez fait référence à la croissance économique, je sais que vous êtes un expert en finance. Même quand on ne fait rien, même sans projet de loi de finances, on arrive nous, à avoir toujours un point et demi de croissance. Exactement. Voilà, donc il y a des vraies dynamiques, mais dynamiques générationnelles aussi, avec des cycles de plus en plus courts. Je voulais voir un petit peu vous, comment vous arriverez à vous repérer et à vous situer par rapport à ces renouvellements générationnels. Non, premièrement, je voudrais juste exprimer notre fierté de l'intérêt que porte Sa Majesté à la jeunesse. Parce que je pense qu'il est le seul maintenant qui à chaque fois et dans chaque discours, il aborde la question de la jeunesse, mais avec, vous voyez même la manière, avec beaucoup de manière chaleureuse. Donc, nous pensons que les 5 premières années vont être des années extrêmement difficiles. Les 5 prochaines années à partir de maintenant? À partir de l'année prochaine. C'est des années où soit on assurera un développement et une mutation vers une économie développée, économie émergente. En donnant priorité à la jeunesse et aux jeunes. Qui donne la priorité à la jeunesse, parce que le plus important, c'est qu'il faut savoir que c'est la jeunesse qui peut assurer la dividende démographique. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui peut assurer la croissance et la création de la richesse dans notre pays. Faites confiance aux jeunes. Maintenant, je suis triste parce que dans les partis politiques, quand on voit ce qui s'est passé dernièrement dans un parti politique historique au Maroc, le renouvellement du secrétaire général. De mouvement populaire, vous oui, je parle de l'Haraka Chabia. Je crois que c'est un mauvais signe. C'est que après un mois où Sa Majesté a appelé les partis politiques à rajeunir leur structure, on voit un contre-exemple, malheureusement, d'un parti que personnellement je le vois, un parti libéral capable de mener un processus de changement dans le pays. Donc, nous sommes optimistes pour le futur. Nous allons faire le nécessaire pour qu'on puisse proposer un modèle de développement capable d'assurer cette mutation. Au niveau du gouvernement parallèle. Au niveau du gouvernement parallèle. Parce qu'il y en a qui nous attendent aussi. Oui. Ils doivent même se dire, putain, Rachid n'aura pas demandé qu'est-ce qu'il faisait concrètement aussi. Oui. Est-ce que vous êtes dans l'inertie aussi, dans l'inaction, des figurants, ou vous êtes dans l'action aussi? Non, dans l'action. Vous avez parlé du problème de monitoring dans les politiques publiques. Nous sommes en train de développer une plateforme qui s'appelle GovIndex. GovIndex, indicateur de gouvernement. C'est une plateforme. Vous jugez le gouvernement? Dans laquelle le citoyen marocain va pouvoir juger le gouvernement. D'accord. Il aura les indicateurs avec les explications nécessaires, avec l'actualisation continue. C'est une plateforme sur Internet dans laquelle chaque citoyen, quoi que ce soit son niveau, il suffit d'avoir un portable ou un... Tout le monde a. Oui, ou un laptop pour entrer, voir les indicateurs, écouter les explications et juger le gouvernement. D'accord. Sur les politiques publiques. Sur les politiques publiques. Par exemple, Mohamed Yatim, je vais le juger sur le fait qu'il a annoncé créer 1 million d'emplois à l'horizon 2021, mais pas sur le fait qu'il a été par rapport à des faits privés. Mais c'est sa vie privée. Je dis ça, voilà. Oui, c'est sa vie privée, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, mais le plus important, c'est que c'est parce qu'on n'a pas trouvé des performances en matière de développement au sein de son département qu'on n'a vu que le côté personnel. Donc, moi, évaluation, évaluation, monitoring,
proposition d'un modèle de développement. Ça va être mis sur pied quand, ça? Le modèle de développement, c'est prévu pour le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Donc, c'est pour cela que nous escomptons regrouper le maximum des jeunes provenant des 4 coins du pays pour débattre du Maroc qu'ils veulent et du modèle de développement qu'ils jugent utile pour le développement de leur pays. Et en même temps, peut-être qu'on va lancer même le GovIndex. C'est la première fois au monde que les citoyens auront une plateforme dans laquelle ils peuvent facilement prendre une décision avant le vendredi de vote. D'accord. Vous, Samia, parce que c'est intéressant par rapport à ce que disait Najib. Oui, est-ce que vous êtes, je pense que vous êtes comme tout le monde, oui. Comme moi, comme Safa, comme Najib, vous avez des rêves. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez un rêve en particulier, vous là, aujourd'hui, 27 ans, vous faites partie du gouvernement parallèle des jeunes, vous, voilà, de se dire, parce que je me dis quand on avait dit... Il dit qu'il veut devenir comme Drijito. Président de la Cour des comptes, c'est ça votre ambition? C'est entre nous. Ouais. Président de la Cour des comptes? Il vient de ma région d'ailleurs, c'est un peu de Drijito, d'accord. Oui, oui. Ah, il fait des rapports béton sur la Cour des comptes. C'est un modèle à suivre. Oui. Il a fait sa carrière tout seul. Il était le seul acteur ou bien le seul derrière son succès et derrière le poste qu'il occupe actuellement. Donc c'est un modèle à suivre à mon avis. Mais sinon... Vous, de par votre engagement dans le gouvernement parallèle des jeunes... Bon, mais bien sûr, ma motivation et la raison pour laquelle j'ai intégré le gouvernement parallèle des jeunes, c'est contribuer au changement. Donc je crois qu'au lieu de se cacher derrière un écran ou encore de se poser dans un café du quartier, je crois qu'il est opportun de devenir un acteur dans la société et au moins essayer, tenter de contribuer à ce changement. Je rejoins l'avis. Ça vous demande du temps, juste simplement, je vous demanderai à chacun d'entre vous, est-ce que ça demande du temps? Rappelez que vous êtes jeune ministre en charge de l'économie et des finances. Mohamed Metchaboun, actuellement, à mon avis, doit avoir beaucoup de travail pour établir le projet de loi de finances 2019. Mais vous, est-ce que ça vous demande du temps au quotidien, cet engagement? Mais bien sûr. Mis à part mon engagement au sein du gouvernement parallèle, je fais partie d'une équipe d'élite. Donc, j'exagère pas si je dis une équipe d'élite. Donc, c'est une équipe qui est très jeune, très avertie, très cultivée et intellectuelle. Donc, je ne peux que hisser le niveau pour un petit peu garder l'équilibre au sein de cette équipe. Ça de un. De deux, permettez-moi de... Juste sur élite, parce que je ne voudrais pas que vous soyez mal compris, parce que vous savez, c'est les réseaux sociaux, ça décanille tout de suite et ça réagit. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est un environnement bourgeois, bobo, aristo, entre gens bien? Du tout. C'est une question que je pose. C'est une représentation de la société marocaine. Justement, dans toutes ses composantes. Dans toutes ses intellectuelles et de compétences. Donc, on a un peu de tout. Donc, dans le gouvernement parallèle des jeunes? Oui, bien sûr. Vous êtes 26 membres, c'est ça? Oui. 26 membres, 10 femmes. 13. 13, c'est. Oui. Bien sûr. 12, il y a un rééquilibrage qui a été fait, 12-14, oui, voilà. 12, parce que, voilà. On tend vers 13. Ouais, d'accord. C'est important, l'égalité. Bien sûr. Donc, je disais que il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit maintenant. Donc, c'est le modèle portugais. Je voulais vraiment attirer l'attention du gouvernement actuel par rapport au modèle portugais, du Portugal. Donc, pourquoi le Portugal? Je vous dirai tout de suite. Ouais. On a le gouvernement actuel qui, depuis 2 ans, s'est débarrassé du modèle économique d'austérité, donc classique et, si vous voulez, chapeauté par l'Allemagne, Berlin. Oui. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de ce modèle? On vit une crise économique et sociale à la fois. Donc, si on lit un petit peu dans l'actualité portugaise, je crois qu'ils ont relancé la demande via si j'ose dire, la hausse du pouvoir d'achat du citoyen portugais et la protection du salarié et du fonctionnaire portugais. Donc, on a vu le SMIC augmenter, on a vu les pensions de retraite augmenter, on a vu quelques impôts sur les bas revenus. Qui ont régressé, allégés ou là carrément supprimés, qui ont été supprimés. Donc pourquoi pas ce modèle économique? Donc à mon sens, si on prend le même exemple portugais, ça a permis d'alléger le taux de chômage.
Ça a permis de... C'est le retour, quasiment le retour au plein emploi aujourd'hui au Portugal. Oui, ça a donné ses fruits au bout de 2 ans. Pourquoi ne pas un petit peu sortir de notre zone de confort qui est l'austérité et faire payer au pauvre peuple marocain les pots cassés des politiques qui ont été peut-être mal exploités. Oui, parce que, de toute façon, au final, pourquoi ne pas tendre vers le modèle expansionniste? Safa, la Filali, vœux, ambition, projet. Alors, parce que Samia et Idrissi Salem nous dit moi, mon identifiant, fait que l'exemple à suivre, c'est Drijito. J'aimerais bien lui ressembler, j'aimerais bien. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle de pas référence? Tout à fait, donc non, pas tout à fait, donc pas de modèle exact, donc tous les gens, toutes les personnes ambitieuses, donc ils sont un modèle pour moi, parce que comme Oscar a dit, donc il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre lorsqu'on les poursuit. Mon rêve au sein du gouvernement parallèle des jeunes, c'est contribuer au changement parce que je crois bien que les jeunes ont les capacités de marquer la voie du changement du pays et sont l'essai pour la relance du pays. Donc j'interpelle donc tous les jeunes d'intégrer, j'encourage pas donc l'intégration des partis politiques, mais intégrer la société civile, parce que la société civile c'est une école, ça rentre dans la formation qui est non formelle, mais ça forme vraiment bien des jeunes. Il y a des jeunes qui ont la capacité, qui ont le talent, qui ont l'ambition, donc il faut les exploiter. Je rappelle juste parce que je représente donc l'aménagement au territoire et l'urbanisme. Complètement. Je rappelle juste les objectifs nobles de l'urbanisme parce que c'est intrinsèquement lié au modèle de développement économique, au projet de loi de finances. Le développement tout court, ça se l'a fait. Oui, parce que les objectifs de l'urbanisme, parce que c'est quoi l'urbanisme déjà? Ce sont des actions, ce sont des stratégies qui sont engagées par l'État dans un objectif de réduire, de mettre des stratégies de développement dans tous les territoires, de réduire les disparités sociales et spatiales, de mieux répartir et équilibrer donc les richesses dans tout le territoire. Lorsque je dis donc un cadre de vie, garantir un cadre de vie, c'est garantir donc l'enseignement, l'école, la santé, les espaces le transport, verts, la circulation, la culture, donc c'est tout ça. Transversal. Voilà, donc une bonne gestion de l'espace, donc ça va nous épargner vraiment beaucoup de problèmes. C'est un signe de sécurité, c'est un signe de stabilité du pays, de la bonne gouvernance bien sûr. Donc il faut vraiment bien travailler là-dessus. Abdelhad El Fassi, Ferry, qui est le ministre lui en charge de tout ça, de l'habitat, de la politique de la ville, l'aménagement du territoire, il fait du bon travail ou pas? Le plan, honnêtement parlant, donc le plan d'action du ministère, il est très ambitieux. On a travaillé au sein du gouvernement parallèle des jeunes avec mon équipe donc sur un rapport sur des alternatives. Donc on a ciblé donc les problématiques parce qu'il y a des problématiques qui sont figées, qui sont techniques. Donc on a essayé de les soulever, de compléter le plan d'action plus ou moins parce qu'il y a des problématiques qui sont ignorées et aussi de proposer des mécanismes pour mettre en œuvre ce plan d'action avec d'autres propositions qui viennent de nous. Donc vous avez pu être écouté aussi par le ministre, vous avez pu travailler en étroite collaboration, en bonne intelligence, comme on dit. Je pense prochainement donc les rapports de chaque secteur ministériel donc ils seront adressés donc au ministre donc du gouvernement constitutionnel pour présentation et débat aussi. Najib Samaïbou, vous c'est jeune ministre des Affaires générales de la gouvernance. Et de la gouvernance. Vous c'est Lassane Daoudi. Votre pendant. C'est Abdelrahman Yousfi. Oui, en tant que d'État. Parce que c'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui est ministre en charge des affaires générales et de la gouvernance. Mais moi, mon idole un peu, c'est Abdelrahman Yousfi, parce que je connais bien son histoire. Je ne suis pas socialiste d'orientation, mais c'est quelqu'un qui a servi le pays. C'est un homme d'État de premier rang. Donc, si j'ai rêvé, c'est rêver d'un parcours comme celui de Abdelrahman Yousfi pour le service de mon pays. En ce qui concerne Hassan Daoudi, c'est un homme courageux. Il a su avoir une position dans des moments extrêmement compliqués contre le courant de son parti. Au niveau du courage, il n'y a rien à signaler. Et au niveau de l'action, plus difficile. C'est très difficile parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une réelle réforme de la caisse de compensation, il n'y a pas une réelle réforme de la structure des prix dans le pays. Nous avons un pays il y avait plein de promesses qui avaient été faites. Il y avait beaucoup de promesses. Les carburants, pour moi, c'est un fiasco. Quand on aura l'occasion, on va en parler parce que finalement, c'est déconnecté du marché international. Il y a une corrélation négative entre les prix au Maroc et les prix dans le reste du monde. Le plus important, c'est que
ce département est un département stratégique pour la vie du citoyen marocain, la vie de tous les jours. Il faut qu'on travaille sur une révision totale de la politique des prix au Maroc. Il faut que les instruments de monitoring, il faut les revoir. Pour cela, nous travaillons, parce qu'on vient de commencer au gouvernement à parler de jeunes il y a 2 mois. Oui. Vous avez c'était le 14 août, c'est ça, le congrès? Oui, c'était le 14 août. Ouais. Oui, donc nous avons des propositions solides à ce niveau-là. On ne fait pas comme... parce que, vous savez, en matière de réforme, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des réformes clés en main. Des espèces de boîtes. Nous, on est en train de travailler, de travailler sous forme de think tank pour qu'on puisse donner des alternatives crédibles, des alternatives pragmatiques et résoudre les problèmes. Donc, il y a GovIndex, il y a le modèle de développement, il y a la révision le projet de révision de la caisse de compensation et sa liaison avec le registre social unique. Ouais. Il y a un ensemble de chantiers dans chaque département. J'espère avoir une autre occasion pour en parler. Bien sûr, on vous réinvitera une fois que vous aurez tout ça, toutes les propositions. Et en même temps, il y a un projet de livre blanc dans lequel c'est une continuité du rapport de la cinquantenaire. Le rapport de cinquantenaire là. Oui. Nous voulons évaluer le Maroc en 2018, voir sa valeur intrinsèque, sa valeur extrinsèque, sa valeur réelle, parce que moi je ne suis pas d'accord avec les 100 milliards de dollars du PIB. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Donc on a encore plus d'inégalité. Et on aimerait bien que les 4%, on les voit surtout sur la capacité de l'économie à créer de l'emploi, parce que finalement il crée de la dignité et de la continuité en matière, la continuité sociale est une égalité pour l'ensemble des composants du peuple marocain. Juste pour conclure, vous, c'est Mohamed Benchaboun. Oui, tout à fait. Ministre jeune ministre en charge de l'économie et des finances. Vous pensez quoi de la... Parce que c'est pas facile pour Mohamed Benchaboun là. Tout à fait. Parce que vous lui avez dit, moi, c'est Mohamed Benchaboun, j'ai un modèle portugais à vous soumettre, ça peut éventuellement vous aider, en tout cas vous nourrir une réflexion chez vous dans la perspective de ce projet de loi de finances 2019. Oui, tout à fait. Donc je crois que M. Benchaboun vient de rejoindre le ministère des Finances il y a quelques mois. Ça sera un petit peu difficile pour lui de mettre l'équilibre dans ce secteur qui est en mouvement. Mais vu son parcours, je crois qu'il va assurer. Je suis optimiste, je reste optimiste par rapport à ça. Et il y a toutes les directions du ministère des Finances qui sont là à l'aider et à le soutenir, à l'accompagner dans ce sens. Aussi, oui. Mais pour vous l'attendez sur quoi, Mohamed Benchaboun? Sur le fait, vous l'attendez sur quoi, vous, la priorité? C'est le cadre macroéconomique, le stabiliser ou se redonner du pouvoir d'achat? Un pouvoir d'achat que les Marocains ont perdu ces dernières années. On parle de 15% de pouvoir d'achat de perdu sur les 7 dernières années. C'est plutôt les deux à la fois. Je crois que... C'est possible les deux à la fois? Oui, c'est possible les deux à la fois. Je crois que ça sera possible si on mise un petit peu sur les jeunes. Donc on va revenir au point des jeunes. Si on mise sur les jeunes, si on arrive à les faire sortir de leur zone de confort professionnel qui est le salariat et la fonction publique, il faut les motiver à... Comme sa femme qui a rejoint la fonction publique? Moi aussi, je suis. Oui, vous êtes deux fonctionnaires. Donc... Oui, mais moi, j'ai fait les 3 secteurs, public, privé et bancaire. D'accord. Je crois qu'il faut les motiver pour un petit peu penser à l'entrepreneuriat. Cela ne peut pas se faire, excusez-moi, sauf si on revoit notre modèle fiscal. L'accès au financement, il faut fluidifier ou faciliter l'accès au financement et accompagner les jeunes détenteurs de projets. Donc, merci à vous. C'est déjà la fin. Merci une fois de plus. Merci à vous. Merci doublement parce qu'il y en a beaucoup, certains d'entre vous qui sont venus de très loin pour être là aujourd'hui. Je pense à sa femme qui est venue de Qnetra. C'est un grand plaisir. Voilà, donc merci à vous. Merci également à Najib. Même s'il n'est pas venu de Qnetra, il est venu de Rabat, c'est ça? De Rabat. Somaï. 40 km. 40 km. Et merci également à Samia qui est venu de Rabat. De Jdida. De Jdida. Vous êtes venu de Jdida? Oui. Voilà, et vous êtes arrivé à Casablanca, on dira, vous avez eu peut-être des problèmes un peu de stationnement. Ah oui, vous galérez à Casablanca. Vous galérez, voilà. Mais en tout cas, vous êtes quand même arrivé à l'heure. Bien sûr, plus ou moins, avec un petit retard de quelques minutes. De quelques minutes, mais en tout cas, il y a un souci d'efficacité. Vous étiez là au débat à l'heure et vous avez pris part au débat. C'est ça le plus important. En tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. On va vous suivre, nous, toute l'équipe du groupe Le Matin TV. On va suivre aussi vos travaux, vos projets, tout ce qui se fait. Et puis, on est prêt à vous accueillir quand vous voulez. Pour, une fois que vous aurez ces fameuses propositions, pour aider aussi au redressement global du pays, c'est ça?
Voilà, en tout cas, merci à Safa Al-Alami. Merci. Filali, merci également à Samia Idrissi. Je vous en prie. Salem, et merci à Najab Soumaï. Et je vous souhaite Merci beaucoup. à toutes et à tous, c'est ça? Une belle journée.